MBGLB, c'est le prince des intelligibilités, le seigneur du Noumen, l'archiduc du bon sens, le sénéchal des intellichis, le seigneur des Inénois. Alors je vais essayer de faire de nouveaux types de vidéos en ce moment et je vais essayer de m'en tenir à un nouveau système de réaction de toutes les conneries que je vois passer sur les interwebs, que j'entends et qui tombent dans l'escarcelle de mon appareil perceptif impunément. Et de ces conneries, je vais en faire une réaction pertinente, percutante, exécutante même parfois, mais pas le genre de contenu dont la connerie est vraiment à la base de l'identité même du contenu. Non, non, non. Je vais pas commenter des sujets du genre une cagole qui caquette, un cassos en train de cassosser. J'essayerai de pas m'abaisser à ça, mais je vais plutôt produire des commentaires sur des vidéos, des propositions, sur des affirmations, sur des extraits de choses qui paraissent flirter avec la sagesse, avec la justesse, avec la vraisemblance, pour y appliquer mon véritable scalpel analytique. Donc je regarde, j'analyse et je me lance. C'est le slogan d'Action Man. Vous savez qu'un jour Pierce Brosnan, à Versailles, déguisé en Louis XIV, voyait que je le voyais. C'était pendant une figuration, il jouait le roi soleil. Il captait que je le ziotais et il m'a fait... Il m'a montré une statue du vrai roi soleil, l'air de dire « Chef, c'est lui le vrai. Moi, je suis qu'un acteur. » Ce à quoi j'avais envie de répondre, Pierce, me parle pas de Louis XIV, me parle pas d'acteur. Je suis pas en train de regarder Louis XIV, je suis pas en train de regarder Pierce Brosnan, je suis en train de regarder James Bond. I'm just looking at James Bond 007. In GoldenEye, I killed many PNG with a sniper through your hand. You know what I mean? Yes. Alors on va parler de 3-4 sujets, on va parler d'un abbé, on va parler d'un couple qui est allé chez Legend et on va parler de Bardella et de Sago. Premier sujet, l'abbé. La fin ne justifie pas les moyens. De même qu'on n'a pas le droit de faire un mensonge, un gros mensonge pour sauver quelqu'un, de la même façon, on ne peut pas justifier. La fin ne justifie pas les moyens. Ah bon? Alors on va remettre en perspective et moi je vais défendre l'idée que la fin justifie les moyens, mais tout le temps. Parce que pour moi c'est du pur bon sens. On va prendre un exemple. Si je crois qu'après cette vie, il y a une vie encore meilleure potentiellement, qui est éternelle, qui n'a pas de fin, dans laquelle il y aura que du bonheur, du bien-être, bah cette vie je vais la considérer comme une fin et je vais mettre des protocoles en place pour y parvenir, d'autant plus si je sais qu'à cette vie s'oppose une vie où il y aura que de la souffrance, de la douleur et qu'elle n'aura pas de fin aussi. Donc je vais mettre en place des moyens qui y mènent, des prières, des bonnes actions dont je soupçonne qu'elles m'y guideront, éviter de faire des mauvaises actions qui m'en éloigneraient, je vais essayer de me faire pardonner si j'ai mal agi, je vais lire des choses, penser des choses, accomplir des choses qui me rapprochent de cette vie. Donc les choses que je viens d'énumérer sont des moyens en vue d'une fin. Cette vie après la mort. Sauf que dans le raisonnement de cet homme, en fait, visiblement, il y a juste des fins qui ne sont pas les bonnes. Et pourquoi pas? C'est pas le sujet de la vidéo. Pourquoi pas? Mais affirmer que la religion, que le paradigme religieux, a priori, s'oppose à la fin justifie les moyens, et ben c'est une pure contradiction, étant donné que celle-ci, la religion, dresse une liste de choses à faire ou ne pas faire en vue d'une fin, justement. Mais quand il dit ça, on a tous compris qu'il veut dire une chose, c'est-à-dire qu'il faut pas faire du mal pour son propre bien, faire du mal aux autres pour... On connaît ce genre de leçon. Mais regardez ce qu'il dit après. De même qu'on n'a pas le droit de faire un mensonge, un gros mensonge pour sauver quelqu'un. On peut pas faire un mensonge, un gros mensonge pour sauver quelqu'un. Ah bon? Et c'est là où ma réflexion, elle devient intéressante. Alors monsieur l'abbé, vous pouvez préciser gros mensonge pour vous rattraper peut-être, mais moi je vois qu'une chose ici, c'est que votre dogme aveugle et irréfléchi, ne pas mentir pour sauver quelqu'un, c'est exactement un moyen que vous estimez valide pour sauver votre faim et votre peau. Tu ne mentiras point. D'accord, tout le temps, jamais. Même si c'est pour sauver mon frère innocent d'un malade mental, ok, d'accord. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Cet abbé, il est juste en train de reproduire l'erreur psychorigide de Kant. Mais ça sert à rien. Ce dogmatisme se conjugue très mal avec la réalité. Tout le monde le sait. Et personne ne mentirait pas pour sauver la peau de son frère, d'un innocent ou la sienne. Mais le pire, c'est que si ça lui arrivait, à cet abbé, de ne pas mentir pour sauver quelqu'un, un innocent, un de ses proches, quelqu'un qu'il aime, il se sentirait tellement mal, mais tellement petit, tellement servile, qu'une petite voix au fond de lui dirait peut-être que là, il a agi comme quelqu'un dont la fin justifie les moyens. Autrement dit, vouloir plaire à Dieu et gagner son salut personnel tellement à tout prix que face à une situation réelle, tu tournes le dos à la morale en réalité, à la rationalité, au bon sens, à ta propre sensibilité et à ton intuition morale la plus saine et basique. Morale de l'histoire, la fin justifie les moyens et quelqu'un qui refuserait nécessairement de mentir pour plaire à Dieu a atteint à mon avis le même degré d'aliénation que quelqu'un qui vendrait sa daronne pour 10 grammes de coke. Et pour pas qu'on me dise que je suis anti-religieux, machin chouette, parce que c'est de la philosophie là que je suis en train de faire, c'est pas du tout de l'anti-religieux, et ben je vais faire un autre commentaire d'actu qui va plutôt dans le sens de la religion. Elle a fait son apparition dimanche dernier sur ce sommet près de Nice. Une croix de près de 4 mètres de haut installée par un collectif d'ultra-catholiques qui s'affiche fièrement sur les réseaux sociaux.
En contrebas, dans le village de Tourette-sur-Loup, sa présence divise les habitants. Voilà, là je pense que c'est une bonne initiative, les jeunes, c'est bien. Moi je suis allé au Portugal, je suis allé au Maroc, je suis allé en Thaïlande, je suis allé dans tous ces endroits, et la religion, les symboles religieux, ils sont omniprésents. Pour nous rappeler que parfois, il faut un petit peu se concentrer sur l'essentiel, sur l'absolu, sur les valeurs fondamentales, etc. On en pense ce qu'on veut, mais moi je trouve que ça fait beau. En haut d'un mont, tu mets une croix. Donc même si ce groupe, il est considéré comme extrémiste ou quoi, ou j'en ai rien à foutre, je pense que c'est pas mal de mettre des croix. Mais pour faire plaisir aux LGBTQIA+, un petit peu plus, toujours plus, voilà, on pourrait même mettre une croix un petit peu colorée sur je ne sais pas, le être-ta, voilà, ça pourrait leur faire plaisir. Sujet suivant. Vous vous rencontrez sur Tinder, vous parlez, vous êtes... On s'est vu au bout de 3 jours. 3 jours, ouais. 3 jours. Je lui ai dit, moi, on arrête. Mais on s'est reconnus. On a l'impression qu'on se connaissait En depuis fait, toujours. on s'est parlé tout de suite. Il n'y a pas eu de blanc, pas eu de... J'étais venu avec 2 pizzas. Et puis on s'est plus quitté. Alors, ce couple chez Guillaume Play. Bon, alors moi je vais rester élégant parce que le sujet il est délicat, mais en dépit du narratif qui essaye de construire ce couple sur le pourquoi, du comment ils sont ensemble, narratif qui sert de ciment à la cohérence, qui tentait de donner au sens de leur vie, de leurs âmes, de leurs atomes, de leur corps, de leur cœur, et ben moi comme d'hab, derrière l'apparence, j'intuitionne un peu très rapidement. J'intuitionne avec mon regard comme ça, un petit peu comme si j'avais un sens supplémentaire et un petit peu comme si j'en devais à l'humanité, de par ma grande sensibilité, j'avais une responsabilité. Grand pouvoir implique de grandes responsabilités, c'est Spider-Man qui le disait, mais dans tous mes rêves, moi j'éjacule avec mes doigts comme Spider-Man, hein. C'est toujours quand j'ai des pulsions sexuelles dans mes rêves, je me prends pour Spider-Man, voilà. J'ai souvent fait ça. Bref, je sens que j'ai la responsabilité de dire le vrai sur la nature humaine, au-delà de la Walt Disneyification des esprits, de la congolésisation du marché. Quand on a assimilé un petit peu les dynamiques de pouvoir et les enjeux dans les relations entre les hommes et les femmes, entre les êtres en général, et qu'on voit un couple comme ça venir nous vendre un coup de foudre, on se dit quand même que la foudre, on aurait bien aimé qu'elle allume la lumière de tous les étages de leur aptitude analytique, ce qui n'est visiblement pas le cas. Et Guillaume Play, quand il les écoute, il savait qu'il y avait quelque chose qui cloche. Guillaume Play, c'est pas un intellectuel, mais il a le flair, il sent les choses. Il a pris le morceau de chèvre dans la bouche et il m'a embrassé juste derrière. Donc c'était, voilà, Il a avoué à Fabrice Lucchini qu'il avait jamais lu Nietzsche. Voilà. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais on pourrait parler de Guillaume Play. Donc on va analyser ce couple ensemble. Et pour moi, dans ce couple, ce qui fait que ça fonctionne, c'est la fragilité psychologique du mec. C'est la base, c'est la première chose qu'il faut dire dans une copie si on t'interroge sur ce couple. Il faut analyser et approfondir les fondations et les structures de la fragilité psychologique de cet homme. La meuf, elle est carrée, elle a aucun problème, elle a de la chance d'être avec lui si ça se passe bien en tout cas. Elle, et que Dieu la guide, elle essaye de vivre au mieux sa condition de handicap, et on n'a rien à lui dire, on n'a pas à la blâmer. Mais le mec, lui, je vais dresser son portrait psychologique, en tout cas ce que j'ose intuitionner. Pour moi, ce gars-là, je pense que c'est un jaloux possessif et terrifié. Ce gars-là, il a des carences non colmatées enfouies dans les méandres de son cerveau reptilien, c'est évident. Moi, je peux te dire que ce gars-là, il a vécu des trucs louches et que son appareil mental exige de lui qu'il sorte avec quelqu'un qui ne peut pas s'échapper. C'est très important, hein. Littéralement. Hein. La littérarité des choses, même visuelles, elles en dit en général beaucoup. Et on peut quand même affirmer que selon la perspective qu'on adopte pour regarder et analyser ce couple, ça devient plutôt un film d'horreur qu'une romance, d'un point de vue du réalisme psychologique, quoi. Si un écrivain un peu borderline et un peu Veritas premier degré écrivait là-dessus, il pourrait nous fournir quelques belles pages, hein, sur la réalité psychique à la base même de ce genre de choix, de ce genre d'histoire. Il y a rien de glorieux, les gars. Il y a des choses qui sont belles, voilà, mais dans la vie, il y a surtout des intérêts, des calculs inconscients ou conscients et de la volonté de survie. La vie, elle va pas beaucoup plus loin. Donc je disais, ce mec est un jaloux. La jalousie, c'est la peur de perdre son objet d'amour. Alors je connais pas sa vie, ses parents, ses ex, mais à mon avis, si on la connaissait, on pourrait faire un bouquin de 15 tomes dessus. Donc à mon avis, il a perdu quelque chose dans sa vie et c'était pas son goûter. Il veut la sécurité de l'emploi. Et si en surface, il y a des commentaires qui disent « Ouais, il a un cœur pur, c'est un bon, lui c'est le vrai amour, machin », en fait pour moi, à mon avis, c'est une jalousie excessive qui a produit en lui un besoin de contrôle. Et c'est pour ça qu'il a l'air chill dans l'interview. C'est parce que la situation est sous contrôle. Oui, c'est sûr, elle peut pas s'échapper. Et c'est justement ce tel déséquilibre dans la relation qui vient inversement équilibrer ses phobies, ses tristesses, ses craintes, sa fragilité. Et dans les autres éléments psychologiques et subjectifs qui déterminent l'existence de ce couple, moi je pense qu'il y a aussi peut-être du masochisme de la part de l'homme. Du masochisme parce que de la culpabilité. Et donc du sadisme, retourné contre soi-même. C'est ça la définition du masochisme. Pour l'instant, je dirais que cet homme a perdu quelque chose, il culpabilise énormément de l'avoir perdu, il en était venu à une situation mentale où il ne pouvait plus supporter son existence, et aujourd'hui, il a transféré l'affect de l'objet perdu sur cette personne, et comme il lui est radicalement impossible et impensable de la perdre à nouveau,
C'était tout bénef pour lui de choisir une personne qui, symboliquement et physiquement, la littérarité s'aligne sur le symbolique, ne peut pas s'échapper. Bon, vous voyez bien ce que je veux dire. Hein. Et en fait, il y a quelque chose qui existe dans la vie, c'est le besoin de se flageller, d'expier ses fautes. Et ça peut prendre des manifestations différentes. On connaît les traditions religieuses où on se fouette, voilà, on se considère comme de la demeure. Et lui, inconsciemment, si mes théories sont vraies, mes hypothèses, il peut très bien tirer profit et satisfaction du fait d'être jugé par le regard des autres. Quand je dis juger, c'est pas c'est bien, c'est pas bien, mais il sait très bien que son couple très étonnant va être susceptible de produire des jugements dans les pensées plutôt, des pensées interrogatives, des pensées étonnées, des pensées bizarres dans l'esprit des autres. Et fantasmagoriquement, il peut en jouir en se projetant dans l'esprit des autres parce qu'il a besoin de se faire du mal. On est tous soumis au regard des autres, il faut pas se mentir là-dessus. Donc, quand il est vu par des millions de personnes chez Guillaume Pley, là, il était au climax de son apothéose. Donc moi, je vois un gros potentiel de jaloux maladif, donc possessif, doublé d'un autosadique qui a trouvé dans cette femme la garantie d'une entité affective pleine et totale et la punition symbolique qu'il cherche dans les pensées qui naissent dans le regard des autres. Pensées qui sont converties en énergie positive par la complaisance habituelle, la démagogie et le sens mélioratif que propose le média sur lequel ils œuvrent, c'est-à-dire la légende, mais Instagram et leurs autres médias en général, où tout le monde les sauce, etc. Donc il y a une conversion qui est en fait une inversion de cet état de fait et qui vaut pour lui un triomphe. Alors qu'il sait très bien que inconsciemment et dans l'esprit des gens, il y a la bizarrerie avant tout. Et encore une fois, ce décalage entre ce qu'il se passe réellement dans l'esprit des gens et ce qu'il se manifeste dans les médias est le même décalage qu'il se passe entre le narratif qu'il se crée lui-même consciemment et l'énergie, à mon avis, très complexe et très beaucoup plus noire et sombre qui gît dans son subconscient. Il y a que des jeux d'équivalence dans cette histoire. C'est un petit passage que je rajoute et on continue la vidéo. Et comme l'enfer, c'est les autres, il a besoin des autres pour se sentir en enfer. Mais comme l'enfer n'existe pas ou n'est pas éternel, il est en réalité au purgatoire. Et c'est une manière de se purifier parce que c'est un névrosé de catégorie 9 sur 10, très certainement. Regardez le film Misery, ça m'a fait penser à ça. Vous verrez comment la passion d'une fanatique qui retrouve un écrivain dont elle est folle, dont elle est fan sur la chaussée, elle le ramène chez lui. Vous allez voir comment elle devient dictatoriale au fur et à mesure qu'elle prend l'ascendant sur lui. Alors après, il y a un truc avec eux, avec ce couple, et vous allez me dire en commentaire, mais je sais vraiment pas me prononcer là-dessus. Je sais pas si le mec c'est plutôt un asexuel ou si c'est un kinker, un vicelard, un indifférent aux choses d'éros ou un homme, un kinker dont on n'arriverait même pas à deviner la moitié du quart, du tiers de la moitié des pensées les plus tordues. Dites-moi en commentaire. Et on passe au sujet suivant, Bardellux et sa zouze. Alors ça fait un petit moment déjà, mais il y a Bardella qui se tape l'impératrice des 2 Siciles, des 4 Siciles, la famille, wesh bien quoi. Elle a du sang O+, oméga, des Bourbons. C'est une aristo, quand on l'entend, on a l'impression d'être payé 11,88 € de l'heure pour lui servir du champagne. Sauf que moi, le problème, c'est que sa meuf à Bardella était connue depuis longtemps, parce qu'à la base, c'est un mème, et j'en étais resté là, à la fille qui fait bouh, et qui fait peur aux passants. On faisait bouh. Et maintenant qu'elle est avec Bardella, on sait à qui elle voulait faire peur quand elle faisait des bêtises quand elle était petite avec sa sœur. Quand elle faisait bouh, elle voulait faire peur aux Arabes. Et bah oui, parce que ces gens-là, les mahométans, ils croient à l'invisible. Alors forcément, tu leur dis bouh, ils pensent que ça peut être un shaitan qui est caché dans un urinoir. Et voilà. D'ailleurs, moi, je préfère sa sœur physiquement. Même si c'est pas le sujet de la vidéo, d'accord, j'en conviens, je préfère sa petite sœur physiquement. Elle fait vraiment la petite diva Barbie, toute fine, toute skinny, la petite Totally Spice, tu vois. On la croirait presque créée par Ria, tu vois, avec une belle lèvre comme ça. Oh, la go à Bardella, elle me donne moins envie de faire 3 rounds de MMA avec elle, quoi. Mix masturbation amour, you know what I mean? Et les gens qui se demandent, ouais, est-ce que c'est politique? Ouais, est-ce qu'ils s'aiment? Les gars, j'ai failli dire Abdella. Pardon. Bardella, c'est un comédien, les gars. Et y a pas à se demander si c'est vrai ou s'il joue un rôle. Les comédiens, ils sont payés pour vivre les émotions réellement. Donc Bardella, il joue un rôle du gendre idéal qui veut être président. Il a une aventure avec cette meuf, mais évidemment que s'il la fréquente et qu'il couche avec, il goûte à son sucre, et ben il va développer des sentiments. Mais en même temps, c'est arrangé quand même. Bon, c'est un mélange des deux. Dans la vie, les choses sont pas toujours clivées. Et la vie, c'est pas 2 conduits parallèles qui ne se touchent pas dans une gaine qui s'appellerait l'existence. Non, c'est pas ça la vie. Donc Bardella, il va ressentir des trucs pour elle, c'est un vrai DZ. Et sur la question, est-ce que ça va lui servir pour la présidentielle? Ben évidemment, c'est un argument supplémentaire, les BG Galbé. Il avait déjà essayé la barbe et les lunettes pour se vieillir, mais une meuf, c'est mieux. Bah ouais, tu m'étonnes. Là, avec cette meuf, je vais vous expliquer pourquoi, il est en train de terminer Le Pen, Macron et Mélenchon. Pourquoi il annihile Marine Le Pen avec cette meuf? Parce que symboliquement, il tue la mère. Ce qu'il lui dit à travers cette relation, c'est « Ok, vieille blonde, je suis plus un gosse, et j'ai une jeune blonde héritière. Comme toi, t'es héritière de son père, mais elle, c'est une héritière de Louis XIV, c'est mieux. C'est une princesse, je ne suis plus sous ta tutelle, Marine Le Pen, voilà. Il tue la figure de la mère.
belle-mère. Il évacue aussi un petit peu les doutes sur son homosexualité. Après, tu me diras, même une princesse, un PD, il peut se la marier. Même Stéphane Bern, à mon avis, qui a jamais touché une paire de nichons, il pourrait la marier, la petite, tellement il est fan de la royauté. Maintenant, il déboîte Macron. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop de drama autour de sa vie sexuelle et sentimentale. Avec Mathieu Gallet, avec les commentaires filmés dans le train sur le paf de son garde du corps qui fait 2 mètres là, avec sa femme dont on nous dit qu'à la base c'est un mec qui a un coup de taureau, qui a une famille chelou avec des accointances dans la finance, il a la même tronche que je sais pas qui, les Rothschild, les machins, ça, les Illuminati, il a un frère jumeau caché qui vit à Wall Street, et en fait à la fin on va voir qu'il a fait des trisomes avec Jack Lang et Jeffrey Epstein, et Vlad Chibrit c'est Chibractor, et Vlad que ça fait des messes noires avec Baphomet, et j'en passe et des meilleurs. On s'en sort plus mon ref. Et Bardella, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, regardez, j'ai une vraie meuf, moi je suis un vrai mec, elle est pure, elle est presque, bon peut-être pas, mais virgin, you know what I mean. Le truc le plus chelou qu'elle a dû faire, c'est prendre un peu de plaisir sur le cheval du carrousel du manège de Trocadéro, quand il montait le truc et qu'il vibrait un peu, voilà, comme dans le film de je sais pas qui là. Et voilà, c'est tout ce qu'elle a dû faire de plus hardcore. Donc Bardella va bien s'occuper d'elle avec son t-shirt du raid, il est bien galbé là, les deux, je les imagine faire, ils peuvent ouvrir un OnlyFans, hein. Ils auront des mecs, hein. Ah, tous les incels de droite, ils vont y aller, mon pote. Hein. Donc Bardella, il a dit, ok, la France, les gars, c'est plus un lupanar tordu. Eh, chef, c'est plus le carnaval de Rio, on se met plus multicolore dans le cul. Ma meuf, il y aura pas un feuilleton international pour savoir si peut-être c'est pas un mec parce qu'elle a des panards, chose du 47, tu vois, comme Brigitte Macron. Il y aura pas ça. Ma meuf, elle a un petit visage régulier, c'est une petite blonde, c'est une princesse, c'est une belle européenne. Son grand-père, c'est Louis XIV. Voilà, le narratif, il est carré, le marketing, il est nickel, il est mis au point, tu vois. C'est ça qu'il est content, Bardella, tu vois. Et pourquoi il a nié Mélenchon? Parce que Mélenchon, c'est pareil. Il est tombé dans des mœurs de polygamie implicite. Il se prend pour le grand vizir qui jouit de la sève nerveuse de toutes les petites DZ qui passe le palier, le step de la colleuse d'affiche parce qu'elle est un peu plus éloquente et que le mec il est charmé par sa nervosité. Bah, les petites DZ, les Algériennes, elles sont nerveuses. Hein. Elles tournent autour un peu de LFI, elles sont nerveuses, elles mettent un tailleur, elles ont des niches, elles mettent du rouge à lèvres, elles retirent le chador. Voilà, ça donne quelque chose de potable. Et Mélenchon sur une grande gueule, il est charmé par ce genre de gonzesse. Voilà, c'est tout. De l'Ogu, chef, surveille tes rosseux. Hein. Le grand vizir, il peut piocher partout sans crier gare. Hein. Vous savez ce que Mélenchon il mange en premier dans un couscous? La cuisinière. Ah ouais, on dit les termes ici. En réalité, si les Maghrébins, ils savaient qu'à la base, Mélenchon, il était islamophobe, il parlait mal du voile, etc., machin, c'était un franc-maçon. À mon avis, il perdrait du crédit dans la communauté maghrébine et les mecs qui en réalité ont des valeurs de droite, ils pourraient kiffer Bardella. Surtout si Bardella, mais là, ce serait le coup de mettre à faire. Je sais pas s'il le fera, je pense pas qu'il le fera, Bardella. Mais voilà, je le dis. Si Bardella, il parle de ses origines des Z au second tour lors d'un débat face à Mélenchon, il prend les voix des quartiers. Je vous jure, Bardella, il a un coup de maître à faire. Il peut dire, mais Mélenchon, vieux boomer, tais-toi, t'es un vieux franc-maçon. La photo, j'ai un quart de DZ, je suis stock, je suis en DZ, j'ai des valeurs de droite comme tous les rebeux dans les cités. Bardella, il pourrait très bien faire ça. On sait qu'il a un peu de sang algérien, tu vois. Et en plus, c'est pas parce qu'il y a du sang algérien qu'il est assimilable aux Arabes ou à l'islam. Il sait très bien, il peut dire qu'il vient de Kabylie, c'est des blancs, les mecs ils ont des tronches d'espagnol. Voilà, il y a vraiment un coup à jouer. Si Mélenchon, il va y avoir que du feu, mon pote. Bref, le fait qu'il sorte avec une aristo, ça va juste faire une mauvaise pub aux mecs qui sont des communistes, vraiment des cocos à l'ancienne, en mode l'extrême droite avec l'aristocratie, c'est comme Hitler dans les années 30, les patrons ils donnaient l'argent à Hitler. Il y a que ces mecs-là, vachement anticapitalistes, anti-autoritaristes, tout ça, qui vont être vraiment choqués par ça, par ce couple. Mais sauf de toute façon, ces mecs ils votent déjà pas pour lui, tu vois. Donc Bardella, à mon avis, c'est quand même un malin. Et là, il est en train de nous faire un coup. Il va mettre échec et mat à tout le monde. Hein. Il va se faire kiffer par l'échec et les mecs à la pommade. Échec et mat. Et voilà pour cette vidéo, les BG Galbés. C'était un nouveau concept de plusieurs réactions d'actu. Je vais essayer de faire ça genre une fois par semaine. J'espère que ça va vous plaire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous aimez les artistes, les vrais, les grands, les forts, les beaux, achetez mes nouvelles névromantiques, mes BG Galbés, je suis le renouveau. Je suis le gros nouveau. Je suis le renouveau. J'allais dire le gros nouveau. Je suis le gros nouveau des romanciers du 19e, une plume des états d'âme. Allez prendre aussi du Y-Food. Allez les mecs, là je vais me faire un bain de pied parce que j'ai un ongle incarné. Allez les gars, ciao.